Junon, la force tranquille. Mais c'est que Lumumba, c'est un prisonnier. C'est un prisonnier. C'est à ce Katanga que Léopoldville veut livrer Lumumba. Mais Tshombe refuse, suivant ainsi l'avis de ses conseillers belges. Il y a toujours eu une unanimité de tous les conseillers belges, et ça je suis prêt à le jurer sur la tête de mes enfants, il y a toujours unanimité, surtout ne le prenons pas, sous aucun prétexte. Ça, c'était unanime. Pourquoi? Parce que nous étions tout à fait conscients que Lumumba arrivait au Katanga, il était exécuté et c'était la fin de la sécession. Le temps presse. Léopoldville réitère sa demande officielle à Tshombe d'accueillir Lumumba. Pour ce faire, le gouvernement congolais utilise un émetteur belge, et ce sont des officiers belges qui s'échangent des messages le 14 janvier 1961. Le premier message que j'ai reçu en pleine matinée était un message manifestement envoyé par le colonel Marvière et qui me disait demande d'accord du juif pour recevoir Satan. C'était donc, suivant les mots codes convenus, demande l'accord de Tshombe pour recevoir Lumumba. Je lui ai dit de rester en stand-by et que je répondrai dès que j'aurai la réponse du destinataire qui était Tshombe. Tshombe hésite, mais certains de ses ministres pressent d'accepter, car ils sont désireux de régler leur compte avec Lumumba. Les durs, ceux-là, veulent en terminer, en finir une fois pour toutes. C'est dans le style, écoutez, un bon ennemi est un ennemi mort. Hein? Ça, ce sont les meilleurs. Oui, mais c'est pas du tout dans notre mentalité, mais c'est dans la leur. Hein? On ignore quand Tshombe prend la décision d'accepter que Lumumba lui soit livré. Ce que l'on sait par contre, c'est que le 16 janvier 1961, le comte d'Apremont fait pression pour qu'il accepte. Le ministre envoie un télégramme dans lequel il demande à ses collaborateurs d'inciter Tshombe à accepter que Lumumba lui soit livré. Évidemment, M. Tshombe, je me rappelle très bien, très gouverneur, m'a dit votre ministre me conseille d'accepter Lumumba au Katanga et vous me conseillez le contraire. Vous me conseillez de m'opposer à la venue de M. Lumumba au Katanga. Alors, qui dois-je suivre, le ministre ou vous? Le comte d'Apremont parvient à vaincre les dernières hésitations de Tshombe. Son télégramme paralyse les conseillers belges. Ah ben, nous déplorons tous la teneur de ce télégramme. N'est-ce pas? Mais tous les autres conseillers étaient comme moi en disant il faut attendre les événements. Maintenant, nous n'avons plus de prise sur les événements. À Léopoldville, l'opération de transfert est mise en branle. Tous les hommes qui détiennent le pouvoir et leurs conseillers belges y participent. Eh bien, c'est la période trouble où Mobutu dit ils sont tous les chefs, mais c'est moi qui commande. Donc, en fait, Mobutu était le chef. C'est lui qui avait la force. Donc, les autres étaient tolérés. Mais c'était lui qui disposait de tout. Or, il a su tout ce qui s'était passé avec Lumumba, mais il n'a jamais prétendu s'en être mêlé. Vous comprenez? Il laissait faire. Jusqu'au dernier moment, la terrible perspective d'expédier Lumumba au Kasaï reste ouverte. On prépare 2 avions. Les conseillers belges sont au courant. Personne ne juge bon d'intervenir. Ah, c'est un bon débarras. Pour nous, c'est un bon débarras. On facilite les choses. Ça, s'il nous demande de faire quelque chose, on le fait. On finit par choisir Elisabethville. Le 17 janvier, Lumumba et 2 de ses partisans, Mbolo et Okito, sont envoyés au Katanga dans un de ces 4. Pendant le voyage, qui dure 6 heures, ils sont brutalisés. Ils sont livrés aux Katangais sur l'aéroport d'Elisabethville devant de nombreux témoins. Parmi eux, des Belges. Manifestement, ils avaient été très malmenés dans l'avion, mais ils étaient parfaitement conscients. Ils étaient debout, ils étaient sur leurs jambes et sont descendus sur leurs jambes. Bien qu'il y ait quelqu'un qui est à côté de moi d'ailleurs, qui ait crié « Ne les laissez pas souiller la terre katangaise, portez-les ». Mais on les a enlevés en bas de l'échelle et on les a effectivement
plutôt jetés que portés dans une jeep à fond plat qui se trouvait en bas de l'échelle de l'an du DC-4. Les prisonniers tombent dans les mains des militaires katangais qui sont commandés par des officiers belges. Le capitaine Julien Gatt, un Belge, commande opération. Godefroy Munongo, le ministre katangais de l'Intérieur, est également présent. Il ne laisse subsister aucun doute sur ce qui va arriver. Il avait l'air assez détendu et souriant. Et c'est moi qui lui ai posé la question. Je lui ai dit, bon, et maintenant? Parce que j'étais quand même curieux de savoir ce qui allait se passer. Et il m'a répondu, ce soir, ce sera fini. Les prisonniers sont emmenés dans une villa coloniale en dehors d'Elisabethville, propriété d'un Belge, Brouet. Ils sont gardés par des militaires, dont certains sont belges. Les deux, Polo et Okuto, étaient liés par une grosse corde. Il y avait un morceau de 2-3 mètres qui pendait. Alors je me suis dit, ils sont capables de sport, ils sont bien partis. Et j'ai lu les cordes. Et c'est à ce moment-là qu'il y en a deux qui m'a dit que sale blanc, je pétais mon père de la gueule. Vous l'avez giflé? Mon père, pas giflé. Mon gars n'a pas giflé. C'était dur. C'était un coup dur que vous avez donné à ce moment-là. J'espère bien. Simplement par curiosité malsaine, je l'avais à peine entrevu, moi, dans la Jeep à quelques mètres. Et je me suis dit, bah, je vais quand même aller le voir de près. Et il était là dans une salle de bain. Je suis resté quelques secondes à voir comment il était. Puis je ne lui ai pas parlé, je suis ressorti, c'est tout. Il vous donnait quelle impression à ce moment-là? Oh, je l'ai dit, très digne. Les militaires entourent la villa. Selon certaines rumeurs, des troupes de l'ONU ou des partisans pourraient tenter de délivrer Lumumba. Le commandement belge a donné des instructions très claires au cas où cela se produirait. Il nous a dit qu'il avait reçu un ordre, je ne sais pas qui, disant de nous défendre énergiquement, de tirer si les Suédois voulaient s'emparer de Lumumba, et qu'il était même prévu d'abattre Lumumba plutôt que de le laisser récupérer par les Suédois si nous étions submergés. À Elisabethville, tous les conseillers belges sont au courant de la présence de Lumumba. Un certain nombre d'entre eux se réunissent pour se concerter. Au risque d'être vraiment très grossier, je crois que je peux citer le colonel, ce que le lieutenant-colonel Weber, Guy Weber, a dit à l'époque. Ça résumait assez bien l'atmosphère. Il a dit, on le voulait, c'est interprété. On l'a, et maintenant on est bien emmerdé. Tous les Belges savent ce qui attend Lumumba. Personne n'intervient. Nous, on est sûr qu'il va mourir et on est muets comme des carpes. On est tout à fait sûr qu'il va mourir. Selon plusieurs témoins, les 3 hommes sont constamment martyrisés dans la villa Brouet, sous les yeux de leurs gardiens. Au cours de la soirée, plusieurs ministres katangais viennent en personne voir les prisonniers. Kimbani, je crois que c'est Samalengui qui est venu. Qu'ils ont eu des entretiens. Munongo n'a parlé avec personne, il a regardé Lumumba de bas en haut, et de haut en bas, et puis il a cassé par terre. Et on s'est dit, ce grand qui ira plus longtemps, c'est tout. Les heures passent. Entre-temps, Tshombe convoque un conseil des ministres extraordinaire dans sa résidence. Les ministres katangais décident que les prisonniers doivent mourir.
On les emmène dans la forêt. Plusieurs ministres katangais et le président Tshombe assistent personnellement à l'exécution. Le peloton d'exécution est commandé par un Belge, le capitaine Gatt. Franz Versker, un inspecteur de police, donne les ordres. Tshombe et ses ministres assistent à la scène de près, mais ils ne parlent plus aux prisonniers. Joseph Okito, vice-président du Sénat, est le premier à être exécuté. Un deuxième peloton se charge de passer Maurice Mpolo par les armes. Mpolo était le ministre des Sports et de la Jeunesse et aussi brièvement le chef d'état-major de l'armée congolaise. Puis c'est au tour de Patrice Lumumba. Il meurt le 17 janvier 1961, le 201e jour de l'indépendance congolaise. La même nuit, la nouvelle de l'exécution se répand à travers Elisabethville. Le 18 janvier au matin, tous les conseillers belges savent ce qui est arrivé. Léopoldville sera très rapidement mis au courant. Un conseiller de Mobutu se rend sur place. Oui, j'étais assez rapidement après, à Eville. Mobutu m'avait envoyé là-bas en disant « Alain peut voir s'il est devenu notre ami ». Ça n'a pas fait long feu. Je suis arrivé au bar de l'aéroport, j'ai rencontré un capitaine d'aviation. Il me dit, tiens, voilà, qu'est-ce que tu fais ici? Mais je dis, je viens prendre des nouvelles de notre ami Lumumba qu'on vous a envoyé. Là. Oh, il dit, il est mort. Donc je l'ai su immédiatement. Tshombe prend peur. D'abord, il nie tout en bloc, puis il demande conseil à son chef de cabinet. Je lui ai dit, comme je viens de le déclarer, essayons de retarder l'annonce de sa mort, l'annonce officielle de sa mort de quelques jours, n'est-ce pas? Faisons croire qu'il a été donc qu'il a comparu devant un tribunal des grands chefs coutumiers, qui l'ont condamné à peine de mort et que la sentence a été exécutée. Le consulat belge et le ministre des Affaires africaines participent activement à la mystification. 6 jours après l'exécution, le comte d'Apremont-Linden insiste pour que Lumumba soit traité humainement. Même réduit à l'état de cadavre, Lumumba reste un problème. Trop de gens ont été les témoins des allées et venues près du lieu de l'exécution. Il faut évacuer les corps. L'inspecteur de police, Gérard Sout, est chargé de cette sinistre besogne. En ja, die lichamen die lagen daar maar, er lag misschien zoveel grond boven, niet meer. Ik zei, dus onmiddellijk moet dat hier verdwijnen, anders gaat dat hier een bezoek worden van massas volk. On exhume les corps qui sont transportés dans le sud du Katanga et enterrés entre des termitières. Le lendemain, Munongo donne l'ordre à Sout de littéralement faire disparaître les corps. Er mag niets meer van overblijven, heeft hij gezegd. Niets meer. Want dat is onze kracht. We gaan altijd zeggen, aan al wat zij ons komen beweren, bewijs het, toon het. En compagnie de son frère et de quelques ouvriers noirs, Sout retourne sur les lieux pour exécuter la sinistre besogne. Les hommes dissolvent les corps dans l'acide sulfurique. We eerst in stukken snijden, hè? Zagen. Want wij zijn geen chirurgen, we kennen dat allemaal niet. Dus die lichamen moesten in handelbare stukken gezaagd worden en dan in die
in dat vat van 200 liter. En dat hetgeen er overbleef, ja, dan hebben we daar een vuurtje aangelegd en zo verder. Maar dat is om gek te worden, je bent geen normaal mens meer op dat ogenblik. En wij hadden ons voorzorgen genomen, we hadden whisky meegenomen. Ik zeg, hoe zatter dat we zijn, hoe beter. We gaan dan moed genoeg hebben om dat uit te voeren. Le gouvernement katangais continue de mentir pendant quelques semaines. Selon un scénario mis au point par les conseillers belges, Munongo annonce d'abord que Lumumba et ses amis se sont échappés. Le prêtre Lumumba et ses codétenus Okito et Mpolo se sont évadés la nuit dernière de leur lieu de détention au Katanga. Nous avons reçu ce matin de Kassaji le message radiophonique suivant. Les 3 détenus venant de Léo et gardés entre Moutiatia et Kassaji se sont évadés cette nuit après avoir assommé et ligoté les 2 sentinelles. Une des voitures de l'escorte a disparu. Le capitaine Gat se prête au jeu. Il se laisse photographier près de la voiture que Lumumba aurait prise pour s'enfuir. Dans un deuxième temps, Munongo annonce que les fuyards ont été assassinés par des villageois et qu'ils ont été enterrés dans un lieu tenu secret. Il montre les 3 certificats de décès signés par le docteur Peters, un médecin belge, qui n'a jamais eu la possibilité de voir les corps. Lorsque la nouvelle se répand dans le monde, on manifeste un peu partout. Et certaines ambassades belges sont la cible de violentes manifestations. Patrice Lumumba appartient définitivement à l'histoire. Voilà, certaines scènes reconstituées de ce film sont dures, vous l'avez vu, extrêmement dures, certainement moins qu'elles ne l'ont été dans la réalité. François Lumumba, c'est la première fois que vous voyez ce film réalisé par la VRT. Quelle est votre première réaction? Tout d'abord, je voudrais faire un petit commentaire sur le film. En grande partie, c'est exact. C'est la même version que j'ai eue quand j'avais 11 ans et 12 ans, sauf certaines erreurs qui sont extrêmement minimes par rapport à l'ensemble. Mais à chaque fois que je revois cette image si poignante, ça renforce davantage notre détermination, notre conviction de poursuivre la lutte inachevée du Premier ministre de Patrice Lumumba à ce qui concerne l'émancipation du peuple congolais et la lutte contre l'injustice. Je crois qu'il y a beaucoup de commentaires qu'on peut faire, on aura l'occasion. On va en faire. Aujourd'hui, 40 ans après, il y a des éclairages nouveaux sur tous ces événements qui apparaissent. Mais il y a tout un effort de deuil, de vérité et de justice qui reste à faire. Oui, bien entendu. C'est pour cela que pour nous, le plus important maintenant, c'est de savoir le plus vite que possible la vérité. Parce que dans notre coutume, Bantou, et plus précisément chez nous au Sankuru, si on n'a pas encore vu dans le corps, on ne peut pas faire le deuil. C'est ça que notre préoccupation immédiate de savoir la vérité, rien que la vérité. Pierre de Vos, la mutinerie de la force publique va évidemment provoquer beaucoup d'effervescence et la panique chez les Européens, les Belges, etc. Mais tous les noms d'oiseaux dont on affuble Lumumba en Belgique ne vont-ils pas aggraver eux aussi, pour leur part, l'inquiétude des Européens implantés au Congo et en définitive contribuer au chaos d'après l'indépendance? Je réponds tout de suite, mais je voudrais d'abord vous parler de ce document
C'est la deuxième fois que je le vois, et j'ai envie de vomir. Et je suis honteux d'être belge, de voir des Belges qui se sont comportés comme de véritables SS et qui racontent froidement qu'ils ont découpé le cadavre, qu'ils ont pris les dents, qu'ils ont gardées. Et on a torturé cet homme d'une manière pas croyable. Je trouve que ça dépasse tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on pouvait deviner. Toute la version était connue dans ces grandes lignes depuis 1961, quelques jours après. Mais sans qu'on parle de la participation des Belges. On était convaincus que c'était un règlement de compte entre Africains, encouragé par les Belges qui voulaient sans aucun doute qu'on élimine Lumumba. Je ne crois pas, je veux dire plus calmement, que je ne pense pas que d'après Linden voulait que Lumumba soit liquidé physiquement. Il fallait l'éliminer, mais pas le tuer. J'en reviens à la force publique, l'émeute de la force publique, évidemment qu'elle a été le départ de tout le drame, mais la première victime, pas la première victime, une des victimes principales de cette émeute a été Patrice Lumumba lui-même. S'il n'y avait pas eu l'émeute, il aurait dirigé ce pays peut-être normalement, peut-être qu'il serait devenu dictateur lui aussi comme Mobutu ou comme un autre. Mais c'est lui qui en est une des premières victimes. Et pour moi, le principal responsable, c'est le général Janssens, le commandant-chef de la force publique, qui, dès le lendemain de l'indépendance, a dit à tous les cadres, vous savez, l'indépendance, c'est égal à la colonie, rien ne changera, et s'il y en a de vous bouge, il aura de mes nouvelles. Après, c'est comme avant. Ça qui a déclenché. C'est ça, et tous les noms d'oiseaux dont je parlais, extrémistes, communistes. Extrémistes, communistes, bien sûr, on n'a jamais aimé, on aurait préféré. Il y avait un parti qui était le PNP, qu'on appelait au Congo le parti des Noirs payés, c'était les collabos. On aurait voulu avoir un gouvernement de collabos et pas tenir le Congo nécessairement militairement par la force publique, mais avoir comme au Katanga, derrière chaque ministre et derrière chaque haut fonctionnaire, un conseiller belge qui prend les décisions, et ça aurait peut-être pu marcher mieux qu'on ne pense. Mais tout a raté à cause de cette révolte de la force publique. Donc Lumumba n'était pas un gentil évolué comme on l'aurait espéré. Il n'était pas en Belgique. gentil, non. Je dois d'abord dire à M. De Vos de ne pas avoir honte pour ce qui s'est passé. Parce qu'on est belge, je ne crois pas que c'est vous et moi qui êtes responsables pour ce crime, mais c'est justement l'establishment belge, avec les gens avec lesquels ils ont collaboré sur place, congolais et belges, qui sont responsables pour ça. Je crois, et ça se voit aussi à travers les témoignages, ce qui m'a frappé surtout, parce que ces témoignages ont été enregistrés début de l'année passée, avant qu'on parlait d'une commission d'enquête, c'est la franchise avec laquelle tous ces gens parlent de leur rôle dans ce crime. Et que M. Leva dit qu'il a vraiment voulu faire mal à Lumumba en lui frappant. Une franchise écœurante. Que Marière dit que c'est un bon débarras, cet envoi à la marge. Et que Brassine avoue une sorte d'abstention coupable en disant qu'on n'est pas à devenu, on sait bien ce qui va se passer. Et tout ça est le résultat d'une conscience d'invulnérabilité ici en Belgique qui a joué pendant des décennies. Qu'on était couvert par les autorités politiques. Aussi dans le monde académique, qu'on a refusé d'aller jusqu'au bout. Et je veux donner un exemple, le colonel Van de Waal, dans ses mémoires publiés il y a 25 ans, dedans il écrit que dans les milieux belges, on voulait éliminer Lumumba. Il y avait des gens qui voulaient l'éliminer. Jamais, depuis 25 années, on a fait l'effort pour examiner cette piste. Jusqu'aujourd'hui. Et je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir les choses. Maintenant, revenons sur l'africanisation, la mutinerie. Je crois que on a présenté cette intervention belge comme une intervention humanitaire pour prendre en protection la population belge sur place. Une intervention belge qui suit la mutinerie. Et qui suit la mutinerie et après le viol de quelques dizaines de femmes par un petit nombre de mutins. Bon, il y a un document qui est totalement accablant et qui met à nu
le vrai rôle et les vrais objectifs du gouvernement belge, c'est le 9 juillet, le midi, que le gouvernement belge, après concertation avec le chef de la Société Générale et avec le roi, de décider d'intervenir au Katanga, au moment où il n'y avait pas eu un grand incident au Katanga. Et les émeutes, les viols se sont passés à l'autre côté du pays. Et ça, c'est fondamental. Le premier objectif était d'arrêter cette africanisation, parce que j'ai trouvé les documents dans les archives du ministre des colonies de Schrijver. On savait bien, le 8, que l'africanisation de l'armée a ramené le calme dans les campements congolais. C'était même diffusé à ce moment-là, le 8, à la radio belge. Cet effet positif de cette africanisation, mais il y avait un noyau d'officiers belges qui voulaient lutter contre cette africanisation qui s'était retranchée au Katanga. Et à ce moment-là, le gouvernement belge a refusé de donner ordre d'accepter cette africanisation, qui était une décision du gouvernement légal du pays. Et au contraire, il a envoyé un message disant « Nous autres, on vient à votre secours, on va intervenir au Katanga ». Et ça, c'est le début de cette guerre non déclarée contre le gouvernement congolais. Et vous l'avez dit, il n'y a aucun incident particulier qui est déclenché dans le Katanga, mais dans la nuit du 9 au 10 juillet, effectivement, intervention militaire belge au Katanga. 4 avions s'envolent de la base de Kamina, avec à leur bord les hommes du bataillon d'infanterie libération et un peloton de paracommando. Une demi-heure après, ils atterrissent à Elisabethville, et le lendemain, 11 juillet, la sécession katangaise est proclamée par Moïse Tshombe, et d'autres événements alors vont s'enclencher très rapidement, François. Oui, le même jour, donc le 11 juillet, c'est l'intervention militaire des Belges au port de Matadi, à l'ouest du pays, une intervention qui échoue. Les troupes belges interviennent à Léopoldville. La mutinerie se calme, on l'a dit, grâce aux premières mesures de l'africanisation des cadres. Et pendant tous ces jours-là, les deux hommes à la tête de l'État essayent d'éteindre les feux, pareil au plus pressé. Le président Kasavubu et le Premier ministre Lumumba travaillent d'ailleurs ensemble pendant tous ces jours-là. Alors, la sécession katangaise, évidemment, vient mettre à mal cette espèce de ce premier retour au calme. Jean-Claude Willam, la sécession katangaise, est-ce que pour vous, c'était vraiment une machination? Est-ce qu'il y a eu un plan politique belge pour soutenir cette sécession, pour la créer, pour la soutenir à bout de bras? Est-ce que ça faisait partie d'un plan contre Patrice Lumumba, d'après vous? Moi, je n'ai pas utilisé les expressions à l'époque de plan machiavélique et de complot parce que personne ne contrôle quoi que ce soit. Moi, je crois que d'une certaine manière, il y a en Belgique la prise de conscience tout à fait confuse que c'est une décolonisation totalement ratée. Et que donc, il faut pallier au plus pressé. Et alors, on regarde les choses de manière très superficielle. Lumumba, d'emblée, donc, n'est plus considéré comme quelqu'un de fiable. On se dit, où est-ce que les choses ont l'air de tenir le coup? Où est-ce que l'ordre règne? Ben, l'ordre, il règne au Katanga. Donc, on va miser, effectivement, sur le Katanga. Certains voudront aller par la suite jusqu'à la sécession, d'autres plus tard, et c'est jusque Polarispa qu'on aura plutôt le chose de dire, reconstruisons le Congo à partir du Katanga. N'empêche que la sécession affaiblit le Premier ministre considérablement. Tout à fait, c'est ce qui l'a rendu tout à fait fou furieux. Et il y a des épisodes dont on peut parler, de pilotes qui conduisent Lumumba et Kasavubu à Elisabethville, qui refusent de débarquer, qui refusent d'aller jusqu'à Elisabethville, qui rentrent à Kinshasa. Il y a des histoires qui sont racontées par l'ambassadeur Van den Bosch, il appelle ça les gamineries des pilotes belges. Je dis, il y a des choses absolument impensables qu'on ne pourrait pas commettre à l'égard d'un Premier ministre ou même d'un président de la République à l'époque. Et ça va rendre fou furieux, et non sans raison, quelqu'un comme Lumumba. En pratique, le pays est ingouvernable à ce moment-là. En pratique, le pays est gouvernable. Moi, je le crois. Pierre Devos, vous étiez sur place début juillet. Une réaction? Non, je crois vraiment que le gouvernement belge et que la Belgique étaient beaucoup moins machiavéliques que ne le croit Ludo de Witt, parce qu'il me semble que tout ça a été essentiellement de l'improvisation depuis dès 59, dès le moment où il y a eu les émeutes et le discours royal immédiatement après, indépendance sans atermoiement funeste et sans précipitation inconsidérée. Vous avez vu la précipitation, moins d'un an après, on décidait de donner l'indépendance 6 mois plus tard. Et puis c'est le lâcher tout. C'était le lâcher tout, mais après ça a été la même chose.
On ne pensait pas qu'il allait y avoir des émeutes à la force publique. Et bien après, ça a été le lâcher-tout aussi. Et le Katanga, je crois que ça a été improvisé après ce lâcher-tout. Mais on le voit à cette période, derrière chaque personnalité politique congolaise se trouve un conseiller belge. C'est vrai à Elisabethville, au Katanga, c'est vrai aussi à Léopoldville. Alors, Ludo de Witt, qui sont ces Belges autour de Moïse Tshombe au Katanga? On sait que la province est économiquement sensible, les intérêts économiques belges y sont très puissants. Quel est le rôle de ces conseillers? Jacques Brassine utilise le terme de cerveau. Pour le compte de qui travaillent-ils et avec qui sont-ils en connexion? Oui. Au moment de la mutinerie et dans les jours qui suivent, le chaos s'est installé partout au Congo. Pas seulement dans les provinces sous le contrôle de Lumumba, mais aussi au Katanga. Les fonctionnaires belges là ont aussi fui direction la Rhodésie. Et c'est après une décision du gouvernement belge qui a obligé ces fonctionnaires de retourner et de se mettre à la service du gouvernement katangais. Et à la différence de ce qui se passe à Léopoldville, là où on a organisé l'exode de ces fonctionnaires, et les témoignages sont là, à ce moment-là, on commence à construire cet État katangais, cette sécession. Bon, Jacques Brassine, il dit dans le documentaire que ces conseillers belges étaient le cerveau. On était bien plus que ça. On était aussi la colonne vertébrale. Et on va voir ça après. Le noyau d'officiers belges qui est en train de constituer une armée katangaise, c'est vraiment les pivots autour, tout est organisé. Et il y a des documents dessus qui sont tout à fait clairs. Par exemple, l'ambassadeur Van den Blok, il écrit à Bruxelles, il dit, écoutez, si nous autres doivent retirer les officiers belges au service du gouvernement katanga, ça va provoquer dans les 24 heures l'effondrement de l'armée katangaise, suivi de tout près par l'effondrement du gouvernement de Tshombe. C'est tout à fait sûr qu'ils sont l'élément central, crucial, le cadre qui tient tout l'édifice debout. Bien, réaction Jean-Claude Willan, on a parlé dans la séquence VRT du rôle du comte d'Apremont-Linden. Il est attaché de cabinet du Premier ministre Eskens. Il part à Elisabethville pour constituer l'équipe de conseillers autour de Moïse Tshombe. Il reviendra début septembre à Bruxelles comme ministre des Affaires africaines. Là, il y a quelque chose qui se passe. C'est quand même le signe que le gouvernement belge, c'est un signal politique. On fait revenir l'homme de la sécession katangaise à Bruxelles comme ministre des Affaires africaines. Oui, il n'est peut-être pas encore l'homme de la sécession, mais de toute façon, on fait revenir quelqu'un qui représente ce que j'appelle un lobby katangais, ça c'est évident. Mais je dis, ça n'est que la suite logique de la manière dont la Belgique paniquée perçoit les choses. C'est que pour la Belgique, c'est le chaos, alors que pour moi, ce n'est pas véritablement le chaos, ça je peux m'expliquer, mais c'est peut-être un autre moment. Je dis, on a une vision du chaos, sauf au Katanga. Et donc, il est normal qu'effectivement, on soutienne cette enclave de loi et d'ordre qui est maintenue. Et c'est ce lobby politique qui donne le ton. Tout à fait. Et je ferai remarquer ici que c'est un lobby politique. Pour ceux qui voudraient politiser l'affaire aujourd'hui, je dis c'est un lobby aussi bien de catholiques que de libéraux. Je dis c'est un peu tout le monde qui se retrouve dans ce lobby. Vous avez au niveau académique des gens de l'ULB, vous avez des gens de Liège. Donc c'est un peu tout le monde qui est autour de ce lobby katangais. Ça transcende les frontières politiques. Et en Belgique, toute la classe politique est anti-lumumbiste. Tout à fait. Alors Jean Massombo, que fait à ce moment-là le Premier ministre Lumumba? Il y a l'appel à l'ONU, il y a aussi un voyage à l'étranger. Est-ce que ça suffit pour essayer de reprendre le cours des événements en main? Ça ne suffit pas parce qu'au moins les deux appels de Lumumba n'ont pas marché pour Lumumba. Lumumba fait appel à l'ONU. L'ONU envoie rapidement les troupes au Congo, mais ces troupes n'obéissent pas et elles feront même le jeu au moins de l'adversaire. Lumumba va demander à l'Union soviétique de lui envoyer des avions de troupes, de l'aide. L'Union soviétique lui envoie des avions et des techniciens, mais pas de troupes. Est-ce que ce n'est pas une erreur politique majeure quand on connaît le contexte international, la guerre froide, la position américaine? Oui et non à la fois. Oui, si l'on prend qu'en politique,
c'est la victoire qui passe d'abord, la raison vient après. Parce que Lumumba a osé et il a échoué, Lumumba a eu tort d'avoir tenté. Ça c'est du point de vue au moins de l'objectif. Lumumba a échoué. En politique, c'est la victoire qui passe d'abord, la raison vient après. Mais revenons à la raison. Lumumba, Premier ministre, qui a recouru à tous les moyens à sa disposition, légalement, Lumumba agit et Lumumba a vu qu'au fil du temps, les taux se resserraient autour de lui. Jean-Claude Willam, l'offensive de l'armée congolaise contre la sécession katangaise démarre le 22 août. L'armée congolaise est dirigée par le colonel Mobutu. Cette offensive s'enlisera rapidement et lamentablement, sans support logistique, sans commandement véritable et sans argent. Dans le sud Kasaï, on l'a vu dans la séquence, des affrontements extrêmement violents avec les civils Baluba. Il y aura des massacres particulièrement odieux dans la périphérie de Bakwanga. Alors, on va se servir aussi de ces griefs contre Lumumba. Est-ce que cette offensive, il est ministre de la Défense nationale aussi, il n'est pas que Premier ministre, est-ce que c'est une erreur politique de Patrice Lumumba? Moi, je crois que c'est la deuxième erreur, donc après l'appel à l'Union soviétique, erreur objective, hein, mais de nouveau il faut se remettre dans le temps. Je pense que Lumumba pense qu'il peut gagner, y compris avec la question des Russes et avec la question du Kasaï, que les gens, les tiers-mondistes, comme on pourrait les appeler, vont l'aider, et notamment les pays comme le Ghana, la Guinée, etc. Il a une foi dans ces Africains qu'il a rencontrés en 58 à Accra. Donc il pense qu'il va être appuyé, et là, il se trompera, je dirais, lourdement, parce que ces gens sont avant tout des politiques et vont naturellement sentir d'où vient le vent. Et le vent, à l'époque, il est quand même, surtout, je dirais, américain. Et les Russes eux-mêmes ne seront pas très chauds pour aider Lumumba dans son offensive pour le Kasaï, qui, comme vous l'avez dit, va échouer lamentablement. Donc il est déjà très très isolé. Tout à fait. Pierre de Vos? Oui, je crois que Lumumba n'a fait que commettre des erreurs pratiquement. Et pourquoi? Parce qu'il était aussi paniqué que les Belges, il était aussi perdu que les Belges. C'était la panique totale dans tous les camps. Et le sien, il y avait un fait supplémentaire, c'est qu'il était épuisé, il était seul au pouvoir. Il n'avait personne à côté de lui. Cet homme était totalement hétéroclite, autant dire inexistant. Les Katanga avaient des conseillers belges et ça fonctionnait pas mal. Mais Lumumba n'avait personne. François Lumumba, à ce stade de la crise congolaise, quelle interprétation historique avez-vous, rétrospectivement, de tous ces événements? Votre père est isolé politiquement déjà. Moi, je préfère plutôt de ne pas dire c'est une erreur. C'est plutôt une erreur d'appréciation. Il y a d'appréciation parce que la crise congolaise, tout d'un coup, on se trouvait, c'est devenu une crise mondiale, Est et Ouest. Ça aussi, c'était inattendu, c'est-à-dire qu'il avait la crise que ça commençait à l'intérieur, et tout d'un coup, c'est devenu une crise, disons, mondiale. Je crois que ça aussi, c'était une surprise. Ici, probablement, par manque des informations, bien des éléments, des informations pour avoir un jugement exact, comment les uns et les autres ils vont agir pour s'en sortir de cette situation-là. Mais je fais remarquer aussi la décision d'appeler les Nations Unies, ça a été pris avec Kasavubu. Lumumba et Kasavubu ont fait appel à l'ONU, justement, pour finir avec la sécession katangaise. Bon, ce qui s'est passé dans les semaines qui suivent, c'est que la direction des Nations Unies, autour du secrétaire général Hammarskjöld, elle a pris parti pour l'Occident dans cette affaire, et on a d'abord reconnu de facto la sécession katangaise. L'ONU a déployé des troupes partout dans le pays, sauf dans le Katanga, où étaient toujours les troupes belges en train de construire la sécession. Et après, en août, il y avait des casques bleus qui sont entrés au Katanga, mais qui avaient fait un accord avec la Belgique, que ces militaires belges pouvaient rester là pour construire la sécession. Et à ce moment-là, l'ONU se mettait entre Lumumba
qui était, somme toute, le représentant du gouvernement légal, entre Lumumba et Tshombe, qui était un dirigeant local, putschiste, qui avait en quelque sorte mis à côté la constitution congolaise. Il y a une carte blanche de l'ONU à la sécession. Tout à fait. À ce moment-là, on a gelé la sécession, on a déployé des troupes au Katanga, je crois que c'est seulement à ce moment-là, au moment, et maintenant je lis dans la résolution des Nations Unies où est dit que l'ONU va intervenir au Katanga, mais sera en aucune façon partie dans un conflit et ne sera pas utilisée pour influencer l'issue, c'est-à-dire le conflit entre le gouvernement central et les sécessionnistes. Et c'est seulement à ce moment-là que Lumumba décide de compter sur cette open force et de lancer une opération contre le Kasaï et le Katanga qui s'enlise notamment, et ça c'est l'élément décisif, parce qu'il y a ce coup de Kasavubu qui est en train de se préparer, et dès le 1er septembre, il y a des actions de la part de Mobutu pour arrêter cette offensive. Il ne faut pas oublier que cette offensive a connu une assez large envergure, à ce point-là que même au milieu de septembre, l'ONU, qui avait introduit une prohibition pour utiliser les aéroports au Congo et au Katanga pour des appareils, les avions congolais et katangaises, que l'ONU a laissé Tshombe utiliser son aviation pour aller attaquer cette offensive nationaliste au nord du province. Alors c'est à peu près dans le même temps aussi, semble-t-il, qu'un plan d'action se met en route, qu'on appelle le plan Barracuda. De quoi s'agit-il brièvement? Il faut qu'on avance dans l'émission. Oui, il y a à ce moment-là, Lumumba n'accepte pas le coup d'État de Kasavubu, qui est inconstitutionnel. Il risque de revenir sur l'arène politique à n'importe quel moment, à balayer ceux qui ont fait ce coup d'État. Et c'est à ce moment-là que le bras droit du ministre des Affaires africaines, le major Loos, il a donné le feu vert pour l'opération Barracuda, une opération belge pour éliminer Lumumba. Il y a d'ailleurs, depuis qu'on a interrogé Marière pour le film de la VRT, il a été interviewé après et il a entre-temps avoué qu'effectivement, le bras droit du ministre lui a proposé un tueur à gages pour descendre Lumumba. Alors, l'immense intrigue de la crise congolaise connaît un nouveau tournant le 5 septembre. Lumumba est démis de ses fonctions par Kasavubu. C'est un abus de la Constitution de la part du président. Le Premier ministre réagit aussitôt en destituant Kasavubu. Quelques jours plus tard, le 14, Mobutu apparaît au grand jour sur la scène politique. Il annonce à la radio qu'il neutralise les politiciens jusqu'au 31 décembre. C'est un putsch militaire qui n'ose pas dire son nom. Le gouvernement congolais est remplacé par un collège de commissaires où l'on retrouve des hommes comme Bomboko, des commissaires adjoints, Tshisekedi, tandis que Kasavubu reste président. Lumumba, lui, est en place, est en quasi-résidence surveillée. Sans doute garde-t-il des chances de revenir arbitrer le jeu politique en finale. Il le croit en tout cas, mais son sort commence à basculer. Jean-Claude Willam, sa mise à l'écart politique ne suffit pas aux yeux de ses adversaires. Elle ne suffit pas dans la mesure où, comme on peut s'attendre à tout de Lumumba, qui est un redoutable tribun, et on le verra au moment où il y aura donc la mutinerie à Taysville, mutinerie que dans laquelle Lumumba n'a joué aucun rôle, d'après les témoins à l'époque. Je dis, il a une capacité extraordinaire en tant que tribun de mobiliser les foules. Il a un don de la parole, et donc effectivement, on peut se dire que dans certains esprits, l'élimination politique ne pourra pas être suffisante. Le Premier ministre Lumumba est donc neutralisé politiquement. Alors revenons à ce fameux télégramme du ministre des Affaires africaines d'octobre. L'objectif principal, dit le ministre Lastremont-Linen, l'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo, du Katanga et de la Belgique, c'est l'élimination définitive de Lumumba. Alors là-dessus, il y a eu beaucoup de commentaires. Certains se sont défendus en disant qu'il s'agissait d'une élimination politique et pas physique, mais pour vous, le de Witt, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. À ce moment-là, Lumumba était destitué comme Premier ministre. Il était politiquement mis hors circuit. Bon, quels sont les moyens? Il n'y en a pas 200 moyens pour éliminer quelqu'un définitivement. L'expression est même plus grave que celui employé dans les dépêches de la CIA. On parle du complot des Américains pour éliminer Lumumba.
il n'y a pas d'autre moyen, et c'est entre-temps confirmé par les dépêches sur l'opération Barracuda, parce qu'en fait, ce message de Dapremont Landen, il chapeaute en quelque sorte tous ses efforts pour en finir avec Lumumba. D'ailleurs, il y a le témoignage du colonel Marière dans lequel il avoue cette opération qu'il s'agit bien d'une suppression physique de Lumumba. Comment interprétez-vous ce message, vous, Jean-Claude Villain? Élimination définitive, ça veut dire quoi pour vous? Écoutez, il y a dans une célèbre pièce, je ne sais plus, je sais qu'il y a le roi Henri d'Angleterre et Thomas Becket, qui est donc l'adversaire de Henri, roi d'Angleterre, dans laquelle, à la cantonade, le roi Henri dit « Qui me débarrassera de ces personnes ?» Bon. À partir du moment où, en haut lieu, on a dit des choses semblables, où on a même parlé d'élimination, vous laissez, je dirais, le vulgus pecum, vous laissez les exécutants interpréter ça comme ils veulent. Interpréter ça comme ils veulent. Vous, c'est plus votre affaire. Vous avez prononcé la phrase « Qui me débarrassera de cet homme ?» Mais si le ministre des Affaires africaines peut écrire cela, quand on connaît le système belge, est-ce qu'il le fait avec l'accord du Premier ministre et avec l'accord du ministre des Affaires étrangères? Je crois que tout ça est tacite, ce sont des non-dits, où il n'y a personne qui va aller jusqu'à penser qu'il faut organiser son élimination physique, toute élimination physique. Je crois que tout le monde est d'accord pour une élimination. Mais personne, évidemment, ne va dire, et ça sera d'ailleurs impossible à trouver, que quelqu'un en Belgique a voulu, et qu'on pourra le montrer avec des preuves, avec des documents, que quelqu'un a voulu l'élimination physique de Lumumba. Vous dites pas de preuves. Qu'il sorte de la scène politique. Vous dites pas de preuves, mais quand on voit la séquence de télégrammes, d'instructions envoyées vers Léopoldville, vers Elisabethville, est-ce qu'on ne peut pas au moins dire qu'il y a un maximum d'indices très très sérieux? Oui, il y a un maximum d'indices, mais je dis, on ne va jamais le dire, on ne va jamais l'écrire, ce genre de choses. Mais après, ça vaut la peine d'étudier la question. Oui. Alors, lorsque Lumumba se rend compte que toute possibilité de retour au pouvoir par la voie légale lui est coupée, il décide de gagner Stanleyville, son bastion, pour retrouver sa liberté d'action. Il réussit à s'échapper de sa résidence, mais il n'arrivera jamais à Stan le 1er décembre, vers minuit. Il est intercepté, comme on l'a vu dans le film, par une unité de l'ANC. Il ne bénéficiera d'aucune protection de l'ONU. Son immunité parlementaire sera foulée aux pieds. Il sera maltraité, ramené manu militari à Léopoldville et incarcéré au camp de Vinza, puis au camp Hardy à Theisville, François. Alors finalement, c'est vers le Katanga, vers Elisabethville, que Lumumba sera transféré. Il y avait deux options au départ, le Kasaï ou le Katanga. Qui a pris la décision, Ludovic? Quand on analyse les échanges de communication interne, c'était un sujet sur lequel on avait discuté longuement pendant plusieurs semaines. Ça c'est sûr. Depuis le début décembre déjà, il y a des dépêches qui sont envoyées à Bruxelles dans lesquelles on parle d'un transfert éventuel de Lumumba. Bon, on a dit dans le documentaire que c'est pas dans la mentalité des Belges d'éliminer Lumumba. Bon, ceci s'est contredit par les documents et par les actes. On savait très bien que l'envoi vers le Bakwanga ou le Katanga signifiait la mort. Ça, c'était la position aussi bien des conseillers belges au Katanga. Les déclarations de Kalonji étaient tout à fait claires. Deux issues fatales. Deux issues fatales, ça signifiait une condamnation à la mort. On a bien vu dans la séquence de la VRT que l'entourage belge de Tchombe est très très réticent à accueillir Lumumba à Elisabethville. C'est un cadeau empoisonné. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'autre moyen de le tuer. C'est tout à fait compréhensible. On n'a pas une base juridique pour le juger, pour le mettre en prison dans un État qui est sur le plan international un paria, qui n'a aucun statut, qui n'est pas légitimé par les Nations Unies. Et en plus, il y a des casques bleus au Katanga qui sympathisent avec Lumumba. Et ça va Mais dans l'entourage belge de Tchombe, on est conscient que si Lumumba arrive à Elisabethville, il sera exécuté, abattu, et que la sécession katangaise aura du sang sur les mains. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est contre. Et ça bloque un ici.
Bon, il y a, et ça ressort des documents, il y a les Congolais même qui apportent des solutions. Il y a des Congolais qui veulent la libération de Lumumba et qui disent, vu sa force politique dans le pays, on va coaliser avec lui. On va essayer de former un gouvernement de coalition avec lui. Il y en a des autres qui veulent le transférer dans un lieu plus sûr, mais toujours dans les régions contrôlées par Mobutu et Kasavubu, au fort de Shingakassa. Bon, contre cette tentative, il y a un niet qui vient du ministre des Affaires africaines. Il dit, sous aucun prétexte, on va libérer Lumumba, faire un compromis avec lui, et on choisit pour un envoi à un mort certain. Est-ce que ça n'est pas, une fois de plus, une preuve de l'improvisation? Les conseillers de Tchombe, les conseillers belges de Tchombe et du Katanga sont contre l'arrivée, et le ministre et le gouvernement décident de l'envoyer quand même à Elisabethville. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que les conseillers savaient qu'il allait mourir et que le ministre et le fameux télégramme dit il faut l'envoyer là-bas parce qu'il sera écarté de Léopoldville, mais qu'ils ne pensent pas que ça ira jusqu'au meurtre? Dans le film, nous avons vu le conseiller, le directeur du cabinet de M. Tchombe, qu'il a bien dit. Oui, il a bien dit. Il a dit que les conseillers, ils étaient contre, mais le gouvernement belge, il était pour d'envoyer Lumumba à Katanga. Alors, Tchombe s'est posé la question, il va obéir qui? À qui dois-je obéir? À votre ministre, etc. Alors, ici, c'est tellement une démonstration d'éléments, de pistes à explorer. Jean Machambo, est-ce que c'est imaginable que le ministre des Affaires africaines sache, quand il fait partir Lumumba vers Elisabethville, qu'il puisse penser qu'il sera sauf? J'ajoute juste un petit élément. En l'envoyant au Katanga, je suis convaincu, je pense que le ministre savait qu'il envoyait Lumumba à la mort. Ludo de Witt, encore une réaction brève, parce qu'on arrive au bout de l'émission, il faut... Je crois que le ministre savait bien ce qui se passait. C'était lui qui était là, notamment en août 60, au moment où le premier ordre de supprimer Lumumba est donné aux militaires sur place si Lumumba allait entrer au Katanga. C'est révélé par le colonel Van de Waal. En plus, quelques semaines avant qu'il envoie cet ordre de transférer Lumumba au Katanga, il y a eu une discussion au Parlement belge dans laquelle les positions des Katangais étaient tout à fait expliquées et on savait très bien qu'on voulait à mort Lumumba. La seule chose pour laquelle on a hésité entre Bakwanga et Katanga était par des raisons humanitaires. Il y a d'ailleurs le dépêche du ministre des Affaires étrangères qui dit qu'il a fait tout pour organiser un transfert de Lumumba au Bakwanga, chez Kalonji. Mais le fait que l'aéroport de Bakwanga était sous le contrôle des cases bleus ghanéens, et c'est pour ça qu'on avait prévu deux avions. Un avion avec Lumumba et ses deux co-détenus, et un autre avion qui allait avancer l'autre pour voir si à Bakwanga il y avait des casques bleus sur place. Au dernier moment, au moment où on savait que c'était sûr que Katanga allait recevoir Lumumba, on a changé la cap direction Katanga. Mais il n'y a pas des motivations humanitaires qui ont joué. Bien. Quoi qu'il en soit, Patrice Lumumba, Maurice Polo et Joseph Okito seront martyrisés pendant plusieurs heures, puis abattus dans les circonstances que l'on sait et qui ont été rappelées tout à l'heure dans le film de la VRT. Nous arrivons à présent au terme de cette émission, mais avant de conclure, il faut encore évoquer la commission d'enquête qui a été créée le 23 mars dernier par le Parlement belge. Elle devra déterminer dans les mois qui viennent les circonstances exactes de l'assassinat de Patrice Lumumba et l'implication éventuelle des responsables politiques belges dans cet assassinat. Pour l'aider dans son travail qui s'annonce ardu, elle pourra faire appel à des experts. Alors un dernier tour de table rapidement sur cette commission. Jean-Claude Willam, c'est une bonne initiative du Parlement, mais le travail de la commission, ce ne sera pas une sinécure. Ce ne sera pas une sinécure parce qu'il y a beaucoup de témoins qui ont disparu. Ce que je voudrais dire à ce propos, c'est qu'en fait, on sait dans les grandes lignes tout l'aspect criminogène qui est derrière cette affaire du côté américain aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du côté belge aussi. Mais je veux dire, on le sait en fait depuis 90-91.
Et alors tout d'un coup, vous avez maintenant cette commission Lumumba qui surgit, cette idée d'une commission Lumumba, il faudrait un peu voir, mais pourquoi est-ce que tout d'un coup maintenant, alors que dans l'ouvrage de Brassine, un petit peu le mien, je n'ai consacré deux pages, d'autres ouvrages, N.C. Donnet, donc les deux pseudonymes dont on parle aussi beaucoup ces temps-ci, je dis, on sait tout cela, et quand on parle le monde académique, c'est non, le monde académique, il a publié. Peut-être qu'il y a des nuances plus peut-être importantes au niveau des interprétations, mais je dis, les matériaux, ils sont là. Alors moi, je me pose des questions par rapport à tout d'un coup, on veut maintenant une commission d'enquête. Vous savez, la Belgique est une grande consommatrice de commissions d'enquête. C'est dans l'air du temps. Oui. C'est dans l'air du temps. Il y a peut-être là aussi, et ça si je peux m'en expliquer un peu après, il y a peut-être aussi une motivation un peu politique derrière par rapport à une relation avec le président Kabila. Que voulez-vous dire par là? Mais je dis, on présuppose que, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait exact, que dans l'entourage de Kabila, il y a des nationalistes, donc on donne un petit peu du baume sur le cœur de ces nationalistes en disant, on va constituer une commission, et comme le ministre des Affaires étrangères et la Belgique disent, on veut se réimpliquer dans le dossier congolais, il est peut-être opportun de faire cette commission. Il y a aussi une autre chose qui, à mon avis, joue, c'est la question de nouvelle culture politique dont on parle beaucoup, ces temps-ci, qui est portée par ce nouveau gouvernement. Et donc, voilà, on va faire une commission parce qu'il y a une nouvelle culture politique, on va aller jusqu'au bout dans la vérité, des choses comme ça. Tout ça fait partie de l'ère du temps. Qui vivra, verra. Jean Massombo, cette commission, c'est important. La commission, elle est importante et à mon sens, les contextes jouent beaucoup. Dans ma culture, on dit que celui qui tue est sorcier. Et les sorciers, lorsqu'ils tuent ensemble, ils se cachent. Et pendant plus de 30 ans, ils se sont couverts. Aujourd'hui, le dossier sort. Dans un sens, c'est parce que certains sorciers du groupe se sentent mal rétribués. Je crois qu'on aurait un peu trop chargé certains, et cela, quand je vois Sout parler, je me dis qu'il est lésé. On a voulu lui renvoyer à un seul sorcier, à un seul petit sorcier, toute la charge. Il part, il explique. Moi juste, je pense que si il y a une commission d'enquête, on pourra savoir plus. Vous voulez dire que la commission d'enquête devra entendre tous les sorciers entre tous les sorciers. Et de l'autre côté, je me dis que si ce dossier sort, c'est parce que le sorcier, il y a une génération de sorciers qui change. Il y a une génération qui est partie ou qui est en voie de s'éteindre. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Et apparemment, la nouvelle génération a intérêt de voir le premier sorcier être cité, et ce qui est une bonne chose. Pensez-vous que la commission doit aussi entendre des Congolais, parce qu'il y a aussi des responsabilités au Congo? Certainement. Aujourd'hui, lorsque nous suivons le témoignage de chauffeurs, de cuisiniers, de gens qui ont vu tel ou tel blanc ou tel Congolais, parce que dans la mort de Lumumba, il n'y a pas que le Belge, il n'y a pas que l'ONU, il y a aussi les Congolais. Il faudra écouter tout le monde, recouper les témoignages. Pourquoi pas, par exemple, pas le soldat ghanéen, le soldat tunisien, le marocain, qui ont vu l'une ou l'autre personne jouer un rôle. C'est nécessaire. Merci Jean Massombo. Pierre Devos, cette commission, c'est une catharsis de plus non, ou c'est important? Je trouve que c'est une très bonne idée, rien que pour voir clair, pas pour obtenir le grand pardon d'aucune manière, mais je trouve qu'il faut voir clair et je proposerai même une autre commission pour l'assassinat de Abiy Harimana et même pour Tchombe qui a disparu dans des circonstances un peu mystérieuses et pour André Coll. Ludo de Witt, cette commission, un mot? Tous ceux qui posent des questions autour de cette commission doivent quand même une fois essayer de prendre la perspective des Congolais et s'imaginer, pour prendre un exemple, pour faire un parallèle, qu'il y a des déclarations au Congo, des gens qui disent « nous autres, on a assassiné le roi Baudouin et j'ai encore gardé 2 dents du roi Baudouin chez moi », ce qui a été fait par M. Sout ici en Belgique. Il a montré les 2 dents de Patrice Lumumba à plusieurs journalistes. Vous pouvez vous imaginer la réaction que ça
va avoir ici en Belgique. Donc je crois, vu le statut international, l'importance politique, si on est pour ou contre, c'est autre chose, qu'a Lumumba, qu'il faut maintenant, une fois, éclaircir toute cette affaire. Et je crois qu'il y a encore une petite trentaine de témoins acteurs qui sont impliqués dans l'affaire, qui vivent toujours. Il y a encore beaucoup d'archives à analyser. Je donne un exemple. Je n'ai pas trouvé les archives sur le comité Congo au département des affaires étrangères, bien que c'est tout à fait essentiel pour comprendre le rôle du Premier ministre Gaston Esques dans toute cette affaire. Tous les archives des autres comités sont là, sauf celui-là. C'est bizarre. Donc je crois qu'il y a encore un travail à faire, bien que ça peut s'avérer une boîte à Pandore, parce que toute cette élite de l'époque était impliquée dans cette affaire, avec toutes les ramifications qui sont dedans, et je souhaite un bon courage à la au commission. commissaire pour faire un bon Oui, elle travail. aura du travail, elle devra remettre ses conclusions avant le mois de février 2001, ce qui n'est pas long. François Lumumba, en tant que fils aîné de Patrice Lumumba, en tant qu'héritier politique aussi, qu'attendez-vous de cette commission d'enquête? Tout d'abord, je voudrais féliciter le gouvernement belge d'avoir pris cette initiative. C'est un acte courageux. C'est le Parlement qui l'a voté, oui. Oui, le gouvernement, le Parlement belge, parce que c'est un acte courageux. Nous espérons de savoir davantage dans quelles circonstances Patrice Lumumba a été assassiné. Et en même temps aussi, nous voudrons savoir, est-ce que le fait que quelqu'un, il avait un autre point de vue que la Belgique officielle, c'est suffisant, on peut l'amener à la mort, de torturer, brûler le corps? C'est ça la vraie question. Et je crois aussi que le peuple congolais a le droit de mémoire exactement comme le peuple européen. Mais en même temps, je profite pour adresser à l'opinion publique belge, dans notre famille, que ce soit les familles biologiques et les familles politiques de Patrice Lumumba, et beaucoup de Congolais, nous faisons la distinction entre la Belgique officielle et le peuple belge. Nous n'allons pas faire l'amalgame entre les deux choses. Nous abordons ça avec sans esprit de vengeance, parce que nous sommes conscients, on ne construit pas l'avenir avec la vengeance. Et en même temps, nous sommes prêts à tourner la page, mais sans oublier le passé. Merci. Voilà, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Reckmans de m'avoir épaulé de ses connaissances. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir. Universelle qu'il faut justement reconnaître. C'est un héros tragique, bien entendu, c'est presque un drame shakespearien, mais en même temps, c'est un homme politique qui a marqué sa génération, qui a marqué toutes les luttes qui ont eu après en Afrique en particulier, mais en Amérique latine et ailleurs. C'est pas pour rien que quelqu'un comme Che Guevara a été passé 1 an dans la jungle congolaise pour quelque part continuer la bataille de Lumumba. Des scènes reconstituées telles que connues et vues dans les archives. Mieux, toutes les révélations récentes, belgeo-américaines, sur l'arrestation de Lumumba, son transfert au Katanga, son assassinat, ont été intégrées dans le film.
un souci d'être exact, d'être au plus près de l'histoire. Nous avons fait un énorme travail de reconstitution. On peut dire qu'à tous les points de vue, ces images sont des images authentiques. Pour sortir de l'impasse, l'armée congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État, M. Kassavubu, ainsi que le Premier ministre, M. Lumumba. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais d'une simple révolution pacifique. Voilà, la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur TV5, à tout à l'heure.